Hop. Excusez-moi pour le retard. Tac, donc ça dégage. Et on veut le TD de matériaux conducteurs. Hop. Alors, on est parti. Donc, là, on va avoir 3 exercices. Les exercices vont pas forcément être très longs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser réfléchir un petit peu sur les calculs et tout ça. Parce que c'est pas des calculs qui sont très très compliqués. Et voilà. Donc, on nous dit, on a un fil de cuivre dont le diamètre vaut 1,78 mm et qui fait une longueur de 10 mètres. Il est placé à une température de 20 degrés et il est parcouru par un courant d'intensité de 10 ampères. Première question, quelle est la densité de courant dans le fil? Alors déjà, la densité de courant, qu'est-ce que c'est comme lettre, comme symbole, qu'est-ce qu'on utilise? La lettre J. Ouais. Et J, il est égal à quoi? I sur S. I sur S. C'est une densité de courant, donc c'est le courant par unité de surface. Donc ici, ça va nous faire I sur pi phi carré sur 4. Bon, le 4, plutôt que de le mettre encore en dessous, je vais le mettre en haut. Et donc, ça va nous faire 4 fois 10 sur pi fois 1,78 10 puissance moins 3 au carré. Alors, j'ai un truc énorme. vas-y, dis. J'ai 4 millions. Donc 4 méga ampères. Et par quoi? Par mètre. Carré. Donc effectivement, vu comme ça fait énorme. Sauf que bon, vous vous doutez bien que des sections de câbles en mètres carrés, il n'y en a pas des 100 et des 1000. Vu que notre... comment ça s'appelle? Notre câble, il est en millimètres de diamètre. Si je vous dis de me convertir les 4 méga par mètre carré en ampères par millimètre carré, combien est-ce qu'on aurait? Ampères par millimètre carré. Comment est-ce que je fais pour passer de l'un à l'autre? Divise par 10 moins 6. Alors attends, tu divises par 10 moins 6. 10 moins 9. Alors, il y a 10, 3. On va faire en étapes. Ouais. Donc ça fait 4 fois 10 puissance 6 ampères par mètre carré. 1 mètre carré, il fait combien de millimètres carrés? -10 puissance moins 6. Voilà. 10 puissance moins 6. Donc ça, si je l'écris, si je fais fois 10 puissance moins 6, du coup, je vais avoir 4 ampères Par millimètre carré. par millimètre carré.
Là, déjà, ça semble beaucoup plus raisonnable comme densité de courant, on est d'accord. Ça, sachant que je crois qu'on dit qu'en pour l'électricité, on dit environ maximum 7 ampères par millimètre carré quand vous faites de l'élec chez vous. Donc ça, c'est ça. Question 1.2. On me demande combien d'électrons libres traversent la section du fil en une seconde, sachant que la charge d'un électron vaut moins 1,6 10-19 coulombs. Alors, le courant, comment est-ce que je peux l'écrire? La définition du courant, qu'est-ce que c'est? Un flux d'électrons, donc des coulombs Ouais. par mètre carré. Alors, non. L'expression du courant, Coulombs par seconde. Ouais, ouais, c'est ça. C'est dQ sur dt. En fait, quelque part, c'est un débit de charge. Donc là, ce qu'on pourrait écrire, c'est en gros, c'est à peu près égal à delta Q sur delta T. Donc ensuite, donc notre delta T, on sait que c'est une seconde. Notre delta Q, va falloir qu'on l'exprime en nombre d'électrons. Sachant que Q, c'est quoi l'unité? C'est Coulomb. Voilà. Et on nous a donné la charge d'un électron. Donc si on connaît la charge de l'électron, qu'on connaît le courant, on connaît le temps qu'il faut, on devrait être capable de calculer le nombre d'électrons. Là, si je devais écrire, si je dis que soit NE, le nombre d'électrons libres. Comment est-ce que je pourrais écrire delta Q en fonction de NE? Delta Q, c'est NE fois la charge d'un électron. Ouais. Delta Q égale à NE fois, on l'appelait E. Donc, comme on nous dit en une seconde, donc le dt, en gros, on s'en fout un peu. On va le laisser là où il est. Donc on va avoir NE fois E sur delta T est égal à I. Donc si je veux le nombre d'électrons par seconde, je vais écrire NE sur delta T est égal à I sur E. On est d'accord? Là, ça va faire des électrons par seconde. Donc je vous laisse me faire le calcul.
6,25 x 10, 19. X 10, 19. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre qui a trouvé la même chose? Non, c'est bon. C'est bon? Impeccable. Donc on a 6,25 10 19 électrons par seconde qui circulent dans notre film. Électrons libres. Ok. Enfin, dans la section du fil. Ensuite, on nous dit, question 1.3, que... hop, voilà. On définit la mole comme la masse en grammes correspondant au nombre de nucléons, donc protons plus neutrons. Et on nous dit 1 kmol c'est 1000 moles, jusque-là, ça vous devriez le savoir. Et on nous dit que le nombre d'atomes par kilomol, donc le nombre d'Avogadro, vaut Na, c'est 6,025, 10 puissance 26, kilomol moins 1. Ensuite, on me dit que le cuivre, donc ce qui est le matériau qui compose mon fil, a un électron libre par atome et une masse volumique de 8920 kg par mètre cube et une masse molaire de 63 g par mol. On me demande de calculer le nombre d'atomes de cuivre contenus dans 1 mètre cube de métal et la densité volumique d'électrons libres. Donc, question 1.3. Donc le premier truc, c'est le nombre d'atomes de cuivre contenus dans 1 mètre cube. Je vais noter N hat par unité de volume. Comment je le calcule, lui? Essayez de regarder toutes les unités qu'on vous a données. Et en gros, faut arriver à quelque chose qui donne des atomes par mètre cube. Sachant que le nombre d'Avogadro, alors c'est pas marqué directement comme ça, mais le nombre d'Avogadro, si c'est écrit dans le texte. Le nombre d'Avogadro, c'est des atomes par kilomol. La masse volumique, c'est des kilogrammes par mètre cube. Et la masse molaire, c'est des grammes par mol. Donc il va falloir faire en sorte de tritouiller un peu toutes ces unités pour avoir des atomes par mètre cube. Donc ça, c'est des atomes par mètre cube. On m'a donné Na. Na, c'est des atomes par kilomol. On m'a donné Rho. Kilogrammes par mètre cube. Et grand M, la masse molaire, c'est des grammes par mol. Personne n'a d'idée? On va partir de la masse molaire en écrivant le formule de la masse molaire. Alors, dis-moi, je t'écoute. Masse molaire, c'est égal à la masse sur le nombre de moles. Donc, petit m sur... Alors, on pourrait faire ça, mais on va essayer de faire...
Là, globalement, tu peux écrire ce qu'on cherche, donc ça, là. Tu peux l'écrire en fonction de tous les autres, directement. D'accord. Alors, petit truc, donc on voit que j'ai des atomes par mètre cube, des atomes par kilomole et des kilogrammes par mètre cube. Sachant que ici, j'ai des grammes par mol. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte d'avoir des kilogrammes et des kilomoles, histoire que tout soit cohérent en termes d'unité? Si, avec la dernière, je te l'ai multiplié. Alors, si je veux des grammes par mol, si je veux les convertir en kilogrammes par kilomol, par combien est-ce qu'il faut que je multiplie? Par 10 puissance 3 en haut et en bas. Ouais, donc ça fait combien? Voilà. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc maintenant qu'on a des atomes par kilomol, des kilogrammes par mètre cube et des kilogrammes par kilomol. Donc là, il faut trouver la bonne formule. Donc là, je vous laisse me dire. Vous avez les unités. À vous de jouer pour me donner la formule dans le bon sens. Déjà, Na. Il va être au numérateur ou au dénominateur? Au numérateur. Numérateur, parce qu'on voit qu'on a des atomes. Et c'est le seul qui a des atomes. Donc on va forcément le mettre au numérateur. Atomes par kilomole. Ensuite, c'est pas des kilomoles qu'on veut, c'est des mètres cubes. Donc comment est-ce qu'on annule ces kilomoles? On divise par O. On divise par M, donc je fais fois 1 sur M. Donc ici, du coup, on aura des kilomoles par kilogramme. Et donc pour enlever ces kilogrammes et mettre des mètres cubes, comment je fais? On multiplie par O. Voilà. Et donc là, si je vérifie, j'ai bien des atomes par mètre cube. Quand vous le pouvez, raisonner en termes d'unité, des fois, ça permet de trouver un petit peu les équations comme ça dans des exercices de ce type. Donc, Na, on nous a dit que c'était 6,025 fois 10 puissance 26 fois 1 sur 63,5 fois 8920. « 8,46 fois 10,28. Donc on va mettre, du coup, comme le nombre d'atomes, on ne le met pas directement, comme vous avez vu par exemple dans le nombre d'Avogadro, on va directement mettre des mètres moins cubes. Ok? Tout en sachant que c'est des atomes par unité de volume. Deuxième question, deuxième partie de la question, on me demande la densité volumique des électrons libres. On nous a dit qu'il y avait combien d'électrons libres par atome dans le cuivre? Un électron libre par atome. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que je vais avoir combien d'électrons libres par unité de volume? La même chose. Et puis en plus, si on a réfléchi 2 secondes, qu'est-ce qu'on nous dit juste là? On considérera pour la suite de l'exercice une densité volumique d'électrons libres
de 8, 45, 10, 28 mètres moins cubes. Donc ça, c'est... Il y a certains enseignants qui vous le font, ça. Quand on a des questions tiroirs, pour éviter qu'il y en a un qui se soit planté en plein milieu et qu'il y ait tout qui soit faux, des fois, il y a une réponse, une valeur numérique qui est considérée. On dit on considérera pour la suite. Donc en gros, c'est le résultat que vous devez trouver à la question. Et ça permet d'éviter qu'un étudiant qui s'est trompé, par exemple là, à la question 3, et qui est tout faux jusqu'à la question 9. Quoi. Donc, on a notre densité d'électrons. Ensuite, on va nous demander de calculer la vitesse de déplacement des électrons libres dans le fil. Et ce que le signe moins pourra bien signifier. Alors, comment est-ce que je peux calculer la vitesse de mon électron? Enfin, de mes électrons. D sur T, enfin delta T sur delta T. Ouais. Alors, la longueur, c'est quoi? Le delta D. 10 mètres. Voilà, donc on va mettre L directement hein, sur delta T. Ok, donc ça, première chose. Donc L, on l'a. Ok. Delta T, bah, va falloir trouver un moyen. Par contre, du coup, il nous manque quand même certaines informations là. Est-ce que je peux pas me débrouiller pour écrire mon nombre d'électrons, quelque chose qui va pouvoir me faire ressortir mon courant, quelque chose, enfin, qui va pouvoir me signifier ma vitesse d'électrons. Par rapport à la question 2, Ouais, on sait qu'en une seconde, il y a tant d'électrons qui passent. voilà. Donc mon I qui était égal à dQ sur dt. Comment est-ce que je l'ai écrit celui-là? Alors, je vérifie un truc que j'ai pas écrit une connerie parce que je me souviens plus. Ça c'est ça. Est-ce que N c'est bien ça? Alors je vous laisse réfléchir pendant que je vérifie que j'ai pas écrit une bêtise. Je vous laisse réfléchir à comment vous allez écrire. Ouais, c'est ça. Du coup, mon dQ, on va écrire delta Q sur delta T. Delta Q, je peux l'écrire comment? On va l'écrire exactement de la même manière que tout à l'heure, on va faire comment? Bah oui. Alors tout à l'heure, c'était le NE fois E. Alors, Nombre d'électrons fois la charge. oui et pas tout à fait. Tout à l'heure, en gros, ce qu'on avait calculé, c'était le nombre d'électrons qui traversaient une section du câble. Donc là, ce qu'il va falloir qu'on prenne en compte, c'est le volume. Et étant donné qu'on a calculé un NE par volume, bah, on va mettre un nombre d'électrons par volume fois le volume. Comme ça, on aura le nombre d'électrons total. Donc tout à l'heure, on avait du NE sur delta T. Cette fois-ci, le N, on va faire apparaître notre NE qu'on avait, enfin N fois E, pourquoi qu'on confonde. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre NE par unité de volume, donc fois le volume. Donc ça fait bien la même unité, fois E sur delta T. Jusque-là, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Mon volume, il est égal à quoi? 1,78 mm fois 10 mètres. 1,78 mm fois 10 mètres. Donc ça fait des millimètres fois des mètres, ça fait des mètres carrés, ça fait pas des mètres cubes. Ah oui, donc 1,78 fois 10 moins 3 Ouais. fois 10 mètres. Alors,
Du coup, on va écrire que c'est la section. On va calculer la section juste après, fois la longueur, comme c'est un cylindre. OK? Fois le nombre d'électrons sur delta T. Alors, là, on va se débrouiller pour faire apparaître notre V qui est là. Est-ce que je vois pas mon V qui apparaît quelque part? Bien sûr. Par exemple. Donc je peux écrire que I, c'est NE par unité de volume, fois S fois V fois E. Et donc ma vitesse, elle est égale à I sur NE par unité de volume fois S fois E. Sachant que S, il est égal à pi fois phi carré sur 4. Et pi sur 4 fois 1,78 10-3 au carré. Donc déjà, on va calculer S, ce qui va revenir plusieurs fois, je crois, après dans l'exercice. Donc Fait du 2,48 fois 10-6. Enfin, Bon. allez, 2,5. ouais, 2,5 10-6. Bon, si on veut pour les autres, en gros, ça fait 2,5 mm². Hein. Quand vous achetez du câble, il sera en mm², il ne sera pas en 10-6 m². Donc là, si je dis pas de bêtises, on a tout. Donc il nous reste plus qu'à le calculer V. Donc je vous laisse me calculer la vitesse des électrons libres. Moins 33 840. Beaucoup. Moins 33 840. Ouais, non, mais j'ai oublié la grosse division. Ah, Ça fait moins 2,95 10-4. 2,95 fois 10-4. Est-ce qu'il y en a un autre qui a quelque chose de similaire ou pas? Allez, allez. Il n'y a personne qui me fait le calcul là? Vincent, tu trouves... Vas-y. J'ai la même chose, Vincent. T'as la même chose? Bon, allez. On a deux qui ont pareil. Donc, on va commenter le résultat. Déjà, le signe moins, il veut dire quoi? Ils vont dans l'autre sens que le sens qu'on a calculé. Enfin, que le sens qu'on a. Ils vont dans le sens opposé au courant, en fait, les électrons. Ouais. Le flux d'électrons va dans l'autre sens.
Ok. Et après la vitesse, l'ordre de grandeur de la vitesse. 10 Pas moins très 4 rapide. mètres par seconde. Pas très rapide au final. Ouais, il bouge presque pas, quoi. Voilà, les électrons libres, en gros, ils vont ça fait 300 microns par seconde, hein, environ. Donc effectivement, c'est pas une vitesse très élevée. Donc les électrons libres, ils vont pas à une vitesse extraordinaire. Ça, ok, donc ça c'est bon. Question 1.5. On me dit que la résistivité du cuivre à 20 degrés, elle vaut 1,72 micro-ohms centimètre. Et on me demande de calculer la résistance du fil. Comment est-ce que je calcule la résistance en fonction de la résistivité? Rho L sur S. Ouais. L sur S. Donc, on m'a dit 1,72 micro-ohms centimètre. Donc ça, si je veux l'écrire en ohms mètre, faut que je multiplie par 10 puissance combien ou 10 puissance moins Moins combien? 2. 10 puissance moins 2. Que moins 2? Les On va mettre micro, un ohm, c'est ça? les micro-ohms, pour les passer en ohms, il faut que tu multiplies par combien? C'est moins 6. 10 puissance moins 6. 10 puissance, donc moins 6. Ça, c'est pour les micro-ohms. Et pour les centimètres? 10 puissance moins 2. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir des ohms mètres. Donc fois L, donc on avait dit que c'était 10, sur S, 2,5, fois 10 puissance moins 6. Ce qui va nous faire une résistance de combien, messieurs? Moi, j'ai 4 mégas. 4 mégaohms? Bah, ouais. Ah non, non, n'importe quoi. Non, pardon. Voilà, déjà, mes moins 6, ils se simplifient. J'ai 0,068. 0,068 ohms, ça ferait 68 milliohms. Comme valeur en ordre de grandeur, est-ce que ça te paraît correct ou pas déjà? Oui, c'est un fil. Voilà, c'est un fil. La résistance d'un fil est très. très faible. Donc 68 milliohms, jusque-là, rien de choquant. Donc ça c'est bon, donc on a une résistance, voilà, une résistance très faible, normale, c'est un fil. On me demande ensuite de calculer la valeur du champ électrique appliqué aux électrons libres dans le fil et de calculer la chute de tension aux bornes du fil. Alors, comment est-ce que je peux calculer? Donc, en gros, on me demande de calculer E et U. Comment est-ce que je peux les calculer? Bah, le U, on a le courant plus la résistance, donc simple loi d'Ohm. Ouais. Et E? Le je sais plus comment calculer le champ électrique. E, c'est égal à U sur D. Je pense. Alors, D, ici, on est d'accord que ça va être L, la longueur du fil. La longueur du fil. Ouais. Voilà. Alors, il y a une autre relation qui, en fait, c'est la loi d'Ohm aussi. C'est ρ fois J. Je vous le dis, en gros, ρ, la résistivité, et J, la densité de courant. Et ça fait exactement, c'est exactement la même relation que U égale R. Sauf qu'on parle en champ, en densité de courant et en résistivité. Donc, je vous laisse me calculer les deux valeurs et me les donner quand vous les avez.
On a 0,68 pour C'est quoi comme unité? en ampère. U en ampères? Un volt, pardon. Ouais. S'il y en a qui trouvent des trucs différents, ils n'hésitent pas à le dire, hein. Non, moi j'ai ça aussi. Facile. Faut 10. Et du coup, 0,068 volts par mètre. Ouais. Donc ça, bon, on est d'accord, la chute de tension, elle est très faible, le champ électrique également est très faible, mais ça c'est normal parce que bah, c'est pas des... C'est logique qu'on n'ait pas de grosses différences de potentiel, étant donné qu'on est dans un fil. Si on avait des grosses chutes de tension aux bornes d'un fil, on aurait quand même du mal à transporter l'énergie. Question suivante. On nous demande de calculer la puissance électrique dissipée dans le fil et la densité volumique de puissance. RI carré pour le P. Ouais. Ça fait du 6,8 watts. Ouais. Et la densité de puissance, donc c'est, on va l'appeler P vol. Hein. Donc c'est égal à P sur le volume. Donc ça fait P sur S fois L. Ça fait beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire 272 000 272 000, donc kilowatts, watts par mètre carré. mètres cubes, c'est du volume. Mètre cube. Ouais. Donc ça fait 272 kilowatts par mètre cube. Alors effectivement, c'est mine de rien, mais le cuivre, ça dissipe pas mal. Hein. Alors effectivement, comme on a un tout petit câble, ça paraît pas, mais c'est comme tout à l'heure, quand on avait calculé la densité de courant en ampères par mètre carré, on a des grosses densités de courant. Donc forcément, ben, les puissances qui vont être dissipées, comme c'est au carré, ben, ça va être important. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Ah ouais, calculer la mobilité des électrons libres et le temps nécessaire à un électron libre pour parcourir la longueur du fil. Alors, pour que vous galériez pas trop à trouver, en fait, on va avoir une relation qui lie, donc la mobilité c'est mu, avec la vitesse des électrons et le champ électrique. Donc je vous laisse me donner la relation mathématique, parce que là j'ai les trois. Il n'y a rien d'autre que ça. Quelle est la relation pour calculer mu? V égale à mu E. Merde, mon tableau il s'est fermé. C'est pas quelque chose comme ça. V est égal à mu E. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? A priori, oui.
priori, oui. Bon, moi, je suis assez d'accord avec ça aussi. Donc, si je veux calculer mu, ça va être V sur E. Ce qui va nous faire une mobilité des électrons libres de combien? On a moins 4,38, 10,3. Alors, le moins, on peut l'enlever. Hein. Donc, 4,38 fois 10 moins 3. Alors, est-ce que tu as une idée de l'unité? Ouais, c'est une vitesse. Donc, alors V, c'est en mètres par seconde. E, c'est en volts par mètre. Ouais. Donc, ça sera en secondes par volt. Alors, on va l'écrire en dessous. Donc, ça, c'est des mètres par seconde sur des volts par mètre. Non, ce sera 1 sur V fois S. Donc là, les mètres qui sont là, ils passent au-dessus. Donc ça fait des mètres fois des mètres. Ah oui, non, Des volts oui. fois des secondes. Mètre carré par volt seconde. Volt moins 1. S moins 1. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Ouais. Et enfin, on nous demande de calculer le temps nécessaire pour un électron libre, qui est nécessaire à un électron libre pour parcourir la longueur du fil. Donc en gros, on va calculer la formule qu'on avait tout à l'heure. V est égal à L sur delta T. Donc, delta T est égal à L sur V. « 33 557 secondes. 557 secondes. Donc en heure, ça nous fait combien ça? 93,2 heures. T'es sûr de ton coup? Non. Moi, j'ai 9h, 19 minutes et 17 secondes. Une heure, c'est 3600 secondes. Hein. Ah oui, je fais 360. Oui. Ok. Si je vous demande de me commenter ce résultat-là. Pour faire 10 mètres, mon électron libre, il met 9 heures. Donc là, c'est la question 9. Donc on nous dit que le temps pour parcourir dont a besoin un électron pour parcourir le fil semble très long. Cependant, quand on met sous tension un circuit électrique, le courant s'établit instantanément. Donc l'exemple qu'on nous donne, c'est quand on appuie sur l'interrupteur, la lumière, elle s'allume immédiatement. Alors, comment est-ce que vous pourriez expliquer le fait qu'un électron libre, il met 9 heures pour faire 10 mètres, et le fait que quand on appuie sur l'interrupteur, tout de suite on a de la lumière? C'est parce que tous les électrons ils se déplacent en même temps. Ça, parce qu'il y en a beaucoup. Effectivement, en fait, l'analogie que moi on m'a mis dans la correction et qui est pas trop mal, c'est en fait, il y a toujours des électrons dans le fil. C'est pas parce que, ils vont pas arriver de chez EDF directement au moment où on les appelle. En fait, ça va faire une circulation. En gros, c'est un bouchon qui circule. Et quand on ferme le circuit, les électrons ils circulent. Le problème qu'il y a, c'est que le bouchon il peut être très dense, comme là, donc ça avance pas vite. Mais dès qu'on va fermer le circuit, ça va avancer. C'est la même chose qu'on a avec un robinet. Le tuyau d'arrosage. Le tuyau d'arrosage, si vous faites attention, vous faites couler l'eau, vous allez avoir de l'eau qui va sortir au bout du tuyau, vous fermez le robinet et vous débranchez le tuyau.
ce qui va se passer, c'est que votre tuyau d'eau, il va se vider. Parce qu'il contenait toujours de l'eau. Il n'était pas vide. Bah là, le tube, enfin le fil électrique, c'est pareil. Il a toujours ses électrons libres. Donc en fait, ça fait une circulation d'électrons libres. Enfin, si on résume très très simplement, hein, parce que bon, les mécanismes, moi, je suis très loin de les comprendre au niveau de la mécanique quantique, donc vous les expliquer réellement, ce sera compliqué. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là, cet exercice? Oui, oui. Ouais. Donc on va passer à l'exercice suivant. On nous dit le filament en tungstène d'une lampe à incandescence alimentée sous une tension de 230 volts à 50 Hz a une longueur de 10 cm. La température du filament étant de 2000 degrés Celsius. On nous dit qu'on connaît la résistivité du tungstène à 20 degrés, son coefficient de variation de la résistivité avec la température alpha, et la concentration d'électrons libres dans le tungstène. Donc on a 3 petites questions. Calculer la vitesse des électrons libres, calculer la mobilité des électrons libres et la distance parcourue par un électron libre durant une période. Alors, pour calculer ma vitesse d'électron, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je pourrais pas utiliser la même relation que celle que j'avais tout à l'heure? Si, on peut. Bah Égalité. ouais, il n'y a pas de raison qu'on puisse plus. Hein. Donc ça fait I fois... attends, là c'est la concentration d'électrons en mètre cube. Ah, attends, est-ce que j'ai pas fait une connerie moi dans mon corrigé? Concentration d'électrons libres. J'ai peut-être fait une connerie moi dans mon corrigé. Bon, attendez 2 secondes. Je vous laisse réfléchir sur le truc pendant que je relis mon corrigé parce que là, j'ai l'impression que j'ai fait une boulette. Ça fait ça. Non, c'est bon. Donc ça fait N, ma concentration, fois S, la section, fois E, la charge de l'électron. Mon courant I, cette fois-ci, on ne me le donne pas. Par contre, on me donne la différence de potentiel et la résistivité du tungstène. Enfin, la relation qui lie la résistivité du tungstène avec la température. Enfin, je dis pas la relation, mais on va devoir passer par là. Donc I, comment est-ce que je peux le calculer? On peut passer par la loi d'Ohm, non? Oui. Attention, Voilà. oui. Par contre, effectivement, R, on ne le connaît pas directement. Mais R, on a vu tout à l'heure que c'était ρ fois L sur S. Et ensuite, il faut qu'on détermine ρ, parce qu'on nous a dit, on nous donne la résistivité à 20 degrés, sauf que nous, notre fil, il est à 2000. Alors, est-ce qu'il y en a un qui peut me donner la loi de variation de la résistivité avec la température? Je ne sais pas si vous l'avez vu en cours, ça. Alors, on a dû en parler, mais de là à la retenir. Alors, je crois qu'on l'avait fait dans un autre TD diélectrique, je crois. En gros, on va avoir la résistivité à une température T0, facteur de... merde, attends, oui, voilà. 1 plus alpha, facteur de T, moins T0. Donc ça, c'est une relation... voilà.
à connaître. Donc en gros, là, pour vous donner une idée, cette relation, elle est valable lorsqu'on a une variation de la résistivité avec la température qui est linéaire. Et dans ce cas-là, on peut prendre n'importe quelle température, T0, tant qu'on est dans une plage de linéarité. Donc ici, T0, on nous a dit que c'était 20 degrés. Donc on a la résistivité à 20 degrés, on a alpha, on le connaît, T, bah, on sait que c'est 2000 degrés, et T0, bah, ce sera 20. Donc on va pouvoir remplacer R, enfin dans R, non, même pas dans R, on va remplacer directement dans I. Donc U, on l'a, et R, c'est ρ fois L sur S. Sachant que ρ, on va l'écrire directement correctement, ce sera mieux, fois ρ à T0, facteur de 1 plus alpha T moins T0. Je re-remplace dans V, donc ça me fait du U fois S sur N S E L ρ à T0, facteur de 1 plus alpha T moins T0. J'ai mes S qui se suppriment. Et du coup, bah, il ne me reste plus qu'à calculer. Ça, on me dit que ça faisait combien? Puissance. Pourquoi le 55, vous l'avez mis en 10-1, monsieur? 10-9. Le 10-1 qui est là, c'est les 10 cm en fait. Mhm. Et le Celui-là, 10-9, c'est parce que c'est des nanos. Ah, d'accord, oui, d'accord, c'est nano. Ça, j'ai pas vu le N. « 1,95 fois 10 moins 16. Enfin, moins 1,95 fois 10 moins 16. Mètres par seconde. Est-ce qu'il y en a un qui a trouvé pareil?
Allô, allô? Je suis en train de le calculer. C'est pourquoi 10 moins 1? Toi, t'as trouvé combien? Non, pourquoi 10 moins 1? J'ai pas compris. D'où vient le 10 moins 1? Ici, c'est les 10 cm. Oui. C'est pas 10 moins 2? 10 cm en mètre? Bah, 1 cm, c'est 10 moins 2. Mais x 10, Oui. ça fait 10 moins 1. Ah, J'aurais pu d'accord. écrire 10 fois 10 moins 2, mais j'ai écrit 10 moins 1 D'accord, directement. d'accord. Bon, déjà, premier truc, on va regarder les puissances de 10 que j'ai là, parce que là, j'en ai une chier. J'ai 10 puissance, donc on va écrire ça, voilà, 10 puissance 29, moins 19, moins 1, moins 9. Ça fait combien ça? Ça fait 10 puissance combien? Ça fait 10 puissance 0. Ouais, donc ça fait 1. Ouais. Donc je peux supprimer toutes mes puissances de 10 pour simplifier mon calcul. Ah oui, c'était faux, moi, en plus. Parce que le 1,6, j'avais pas pris la bonne puissance. Moi, j'ai. Le 0, 195, moi. T'as combien alors? Moi, j'ai moins 2,15 fois 10 moins 3. Oui, c'est ça. 2,15, 10 moins 3. 10 moins 23? Non, 10 moins 3. Moins 3. Moi, c'est bizarre parce que moi j'ai 0,195. Du coup, il va m'en falloir d'autres, les gars. Parce que là, J'ai 2,15 dessus. Vous avez pris 482 ou 4,82? Ça se peut que ce soit de là. Au départ, j'avais fait l'erreur et j'avais pareil que vous. Ah, c'est 4,82? Oui, c'est 4,82. Ok, d'accord. ah oui. Ouais, c'est ça. Par contre, du coup, il y a un nom. Ouais, c'est ça. C'est moins 0. Ok. Bon, ça me rassure parce que sinon, ça voulait dire que j'avais fait de la merde. Ok, donc comme tout à l'heure, on n'a pas une vitesse qui est énorme. On a quand même une vitesse qui est plus importante que tout à l'heure, mais on reste à des vitesses qui sont très faibles. Question suivante. La mobilité. Donc on a vu tout à l'heure que mu c'était égal à V sur E. E, il est égal à quoi? V sur L. Voilà. Donc ça, L sur U. « 8, 48, 10 moins 5. 10 puissance combien? Moins 5. Moins 5. Ok, c'est bon pour tout le monde ça ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais. Dernière question. Donc là, vous voyez que c'est pas un exercice qui est bien difficile. Hein. On me demande la distance x parcourue par un électron libre durant une période. Donc en gros, on va écrire V est égal à x sur delta, enfin, fois delta t, hein, sur grand T, la période. Donc ça me fait du x égale V fois t. Ma période, elle vaut combien? 1 sur 50. Ouais. Donc on peut écrire V sur F. Hein.
Et du coup, je vous laisse faire l'application numérique. « 1,7 10-6. Et mètres, du coup. Bon pour tout le monde? Ouais, Il n'y a que moi qui trouve 3,9 mm. Non, moi aussi. Ouais, moi aussi. Ah ben, il faut se manifester un petit peu, messieurs. Et 0,195 sur 50 fait environ 3,9 mm. Ah oui, je fais des conneries, je fais la mobilité ou la vitesse. On voit qu'il y a à peu près 4, hein, donc... 3, Ok, 9 mm. donc ça, on est bon. Donc cet exercice-là, bon, vous voyez qu'en gros, il n'est pas bien compliqué, c'est utiliser les formules et faire les applications numériques. Donc dernier exercice. Hop, le sujet, il est là. Donc, ce dernier exercice sur les matériaux conducteurs. Donc on nous dit, l'échauffement d'une machine électrique peut être déterminé en mesurant la résistance d'un enroulement à froid à une température connue, et de nouveau lorsque l'enroulement est chaud. On me dit que l'inducteur shunt d'un moteur de 500 kW, arrêté depuis plusieurs jours, possède une résistance R1 qui vaut 44,6 ohms. La température ambiante étant alors de 23 degrés Celsius. Lorsque la machine est en marche, à une température ambiante de 28 degrés, la résistance de l'inducteur est de 59,5 ohms. On me dit que l'inducteur il est en cuivre, que son coefficient de variation thermique de la résistivité vaut alpha égale 0,00393 Kelvin-1. Et on me dit qu'on néglige la dilatation de l'inducteur avec la température. Calculer la température de l'enroulement, puis l'échauffement de l'inducteur. Alors, exercice 3. À votre avis, comment est-ce qu'on va faire pour calculer ça? On peut utiliser la variation de la résistivité en fonction de la température. Ouais, alors première chose, on va écrire cette loi. Rho à T0, facteur de 1 plus alpha T moins T0. Et ici, T0, il vaut combien? Soit 23, soit 28. Mais, je crois Ouais, plus 23. voilà, 23. Alors, la raison du 23, c'est que on nous dit que pour déterminer justement l'échauffement, faut qu'on connaisse la résistance de l'enroulement à froid à une température connue. Comme le moteur il avait été arrêté plusieurs jours et que la température était de 23 degrés, ça veut dire que s'il n'a pas fonctionné, il est à la même température que la température ambiante, le moteur. Donc la résistance R1 de 44,6 ohms, elle a été obtenue, donc R1, elle a été obtenue à T0. Ok. Donc ça, on le connaît. Donc après, on a R2, notre résistance R2, qui a été obtenue à la température qu'on va appeler T2.
T2 étant la température qu'on cherche, hein, on avait 59,5 ohms. Alors, comment est-ce que je lie la résistance avec la résistivité? Bah, on a eu tout à l'heure R égale à ρ L sur S. Rho, L sur S. On n'a Je aucune vous de ces fais... infos. très mal écrit, ça. Ça, je vous le fais écrire parce que dans le texte, on nous dit un truc important. On nous dit qu'on néglige la dilatation de l'inducteur avec la température. Comme vous le savez, la masse volumique, ça varie avec la température. Et si on faisait un calcul très précis, on devrait prendre en compte cette dilatation-là. Là, dans le cas, on nous dit qu'on n'en prend pas compte. Donc ça veut dire que le L sur S, il ne va jamais changer, quelle que soit la température. Donc on va pouvoir écrire ma résistance en fonction de la température. Je vais pouvoir l'écrire R à T0, facteur de 1 plus alpha T moins T0. On est d'accord que vu que c'est proportionnel à ρ et que L sur S ne varie pas, on peut écrire ça. Oui. Ouais. Donc là, on va remplacer les différentes valeurs qu'on a par les valeurs qu'on a dans le sujet. Donc ici, RT0, ça va être quoi? Le 44,6 ohms. Ouais, donc là, on va avoir... Oula, c'est bizarre, j'ai eu un feeling bizarre sur mon truc. R1, donc ça le facteur de 1 plus alpha T0. Le R que je cherche, le R qui est là, le R de T, ça va être quoi? Le 59,5. Ouais, donc R2, et la température qu'on cherche, T2. Et 2. Donc là, il va falloir qu'on retourne toute l'équation de manière à isoler T2 et de pouvoir le calculer. Donc ça, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Hop. Je vais juste écrire en bas ici T2 égale, et dès qu'il y en a un qui a la valeur, il me le dit. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, j'ai 108 degrés, monsieur. Alors, est-ce qu'il y en a un autre qui a une valeur? Le T0, il faut le mettre en Kelvin ou pas? On peut le laisser en degrés. Ok. Ça pose pas de problème avec le alpha qui est en Kelvin -1? Non. Non, parce qu'en fait, si tu veux, comme c'est une différence de température, oui, c'est un oui. delta T. Le delta T, que ce soit des Kelvin ou des degrés C, on s'en fout. Pour la même chose. Même chose? Oui.
Ah, c'est Thierry, c'est merde. Ok. Donc, on va écrire le calcul. Donc moi, je vous écris de la manière dont je l'ai fait. Hein. Donc ça fait du R1 plus R1 alpha T2 moins T0. Ça fait du R2 moins R1 sur R1 alpha qui est égal à T2 moins T0. Et donc on a T2 qui est égal à T0 plus R2 moins R1 sur R1 alpha. Ok. Et ça, et ensuite on me demande l'échauffement de l'inducteur. Une fois que j'ai calculé la température de mon enroulement. Mon échauffement, ça va être quoi? Ce qu'ils disent, l'échauffement d'une machine électrique peut être déterminé en mesurant la résistance à froid et à une température connue. Alors l'échauffement, Ouais, je sais pas trop en fait. ouais, c'est un peu bizarre comme question si tu veux. C'est en fonctionnement, l'échauffement. Enfin, l'échauffement là, on l'a calculé avec ce qu'on a fait là. En gros, ça nous a permis de calculer la température de l'enroulement en fonctionnement. Et ce qu'ils appellent l'échauffement, donc moi c'est ce que j'ai compris et c'est le seul truc que je comprends. Ça va être la différence de température entre la température de l'enroulement lorsque la machine est en fonctionnement avec la température ambiante. Bon, je vais l'appeler delta T. Ça va être T2 moins T amb. Et donc le T ambiant, là, il est de combien? Mais le 23 degrés ou le 28? C'est ça que je n'arrive pas. Ouais, mais quand elle est en marche, la machine, elle a quelle Et ambiance, température? c'est 28. Ouais. Donc ça fait 108 moins 28. Ça fait 80 degrés d'échauffement. Ok? Du coup, là on a fini donc nos 2 TD d'aujourd'hui. La semaine prochaine, ce qui était prévu, c'était si on n'avait pas fini les TD d'aujourd'hui, donc on finissait les TD de matériaux, et il y a un TD de mécanique, je sais plus, je crois que c'est une éolienne. Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. Excusez-moi. Déjà, première question. Est-ce que dans 2 semaines, on remet la séance de la même manière que c'était aujourd'hui? Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'était bien, c'était bien. Hop. Je vais envoyer le sondage. Question 1. Donc oui, c'est exactement pareil qu'aujourd'hui, et non, c'est pas exactement pareil qu'aujourd'hui. Hop, 7 sur 13 déjà, 8, ok. Donc de toute façon, la majorité l'a décidé. Donc, je vais vous renvoyer un mail tout à l'heure. Donc, le 3 mai, on fera le TD de 8h30 jusqu'à, je sais plus, c'était midi, je crois qu'on avait dit, ou 11h45. 11h45. Donc ça, c'est bon. Ok. Donc ce que je vous demanderai, c'est que en fait on n'aura qu'un seul TD à faire, ce sera le TD sur l'éolienne. Et s'il reste du temps, ce qu'on fera, c'est que je répondrai, enfin, on reverra certains des TD que certains n'ont pas compris. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, il y en a un qui n'a pas compris. Il y en a un qui n'a pas compris le TD, je sais pas, sur la mécanique des fluides. Et ben, ce qu'il faudra faire, c'est par exemple m'envoyer
ce sera mieux. Des questions. Donc genre par exemple, bon bah monsieur, est-ce que ce serait possible d'aborder le TD3 qu'on a fait sur la mécanique des fluides ou quoi que ce soit avec ces questions-là, de manière à ce qu'on réponde à toutes les questions avant que vous ayez l'examen, quoi. Est-ce que ça vous va comme programme? Ouais, c'est très bien. Par Ouais, contre, ouais. envoyez-moi les questions à l'avance quand même, parce que si vous me prenez de but en blanc, c'est pas sûr que je suis capable de vous répondre sur tout. Oui. Que je retrouve mes notes, et surtout si c'est des TD que j'ai pas fait moi. Ok? Ok. Bon, et ben D'accord. du coup, nous on se revoit plus avant le 3 mai. Donc je vous souhaite de bonnes vacances et puis et ben au 3 mai.